Alors, on va parler batterie aujourd'hui et on va parler batterie avec Phil, ici présent. Phil est surtout spécialiste des batteries pour véhicules électriques, c'est plutôt son truc. Et d'ailleurs, tu as Un site un internet, ouais, site un internet. forum véhiculelectrique.fr. Ouais. Bah, vous verrez dans la description, dans la description de cette vidéo, si vous voulez, le lien vers son site. Puis on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va pas tant parler de batteries pour véhicules électriques que ça. On va parler des batteries qu'on peut utiliser lorsqu'on essaye de faire une petite maison autonome, une petite installation autonome ou une yourte autonome, hein, si vous voulez ce que vous voulez. Et Phil, comme il s'y connaît bien en batterie, il va vous donner des petites astuces que vous avez probablement pas entendues ailleurs. Et il va vous expliquer comment on fait pour choisir une batterie. Alors ça va être un peu technique, donc ça va pas forcément être tout le long très simple, mais vous voyez, il a fait des trucs, je vous montre, il a fait des trucs super pédagogiques. Ça va être un peu technique, mais on va essayer de faire en sorte que ça reste compréhensible. Et de toute manière, je vous garantis que vous allez apprendre des trucs, hein. Euh, Ouais, je me lance. Quand tu veux. Bon, après la technique c'est très sympa, hein, faut pas croire, hein, mais moi je suis pas chercheur, je suis pas ingénieur scientifique, juste un passionné dans ce domaine-là depuis de nombreuses années, quelques décennies en fait déjà. Donc moi, quand on a discuté ensemble de ce que tu attendais de cette collaboration, c'était pour faire une introduction aux batteries et pouvoir donner aux gens qui suivent ta chaîne des points clés pour faire des choix en C'est matière de batterie. exactement ça. Avec vraiment une spécificité, c'est l'utilisation d'énergie stockée pour une maison autonome, c'est-à-dire où on doit économiser l'énergie, où on ne doit pas faire n'importe quoi. Alors je me suis fait des petites notes parce que si je ne fais pas des petites notes ça aurait pris 4 heures, donc j'ai essayé de faire un plan pour que ce soit concis. Je vais commencer déjà par des évidences. Euh, les batteries, on parle de batteries. Dans les batteries, il y a des cellules et c'est l'assemblage des cellules en série qui permettent d'avoir une batterie. Donc ça, c'est une cellule lithium-ion, qui est la technologie de cette cellule-là. C'est ce qui est utilisé dans les ordinateurs portables. Pour la petite histoire, parce que c'est mon domaine de passion, dans une voiture électrique telle qu'il les concevait tout au début, hein, les Tesla, il y avait 7000 de ces petites cellules-là. Et c'est exactement ces petites cellules-là qu'ils avaient assemblées ensemble en parallèle, série, pour faire une énorme batterie qui pesait plus de 450 kg. Bon, ils ont un peu évolué, mais c'est toujours ce type de cellules-là, même si elles ont grossi depuis, hein. Les voitures Tesla sont toujours équipées de milliers de ces petites cellules-là. Mais il y en a plus 7000, c'est ce que tu dis. Ah, il y en a, ouais. Mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Maintenant, les cellules ont pris une taille supplémentaire qui sont plus proches de celle-ci. Voilà, c'est toujours l'idée, c'est de mettre en parallèle massivement un nombre de cellules important pour arriver à une grosse batterie. Alors un assemblage de cellules, ça peut être aussi quelque chose d'assez contre-intuitif. Ça c'est cylindrique, dans un boîtier métallique. On se dit, bah tiens, voilà, c'est une cellule lithium aussi, hein, même technologie de batterie que celle-ci, lithium-ion, sauf que bah, celle-ci, elle est prismatique, elle n'est pas cylindrique. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'étant curieux, je l'ai ouverte. C'est aussi un assemblage de plein de petites poches mises en parallèle. Hein, c'est des petites poches, là c'est du caoutchouc rajouté pour pas que ce soit pour pas que ça se déplace à l'intérieur de la boîte en fait, hein. Et on a la connectique sur le dessus, mais on voit bien par ce système là qu'ils ont assemblé les languettes des différentes poches entre elles, de manière à faire une grosse cellule qui est en fait l'assemblage de petites cellules. Donc là, on a plein de cellules mises en parallèle pour faire une cellule de capacité plus grosse en fait. Alors j'ai utilisé le terme capacité, je vais bientôt attaquer ce morceau-là, qui est la partie pas forcément agréable, mais qui est vraiment nécessaire pour faire un choix ensuite au niveau des technologies batterie. Je vais ranger ça. Alors ça, c'est un type de cellule, on voit le format, hein. Donc ça fait 100 ampères-heure, on verra après ce qui nous intéresse dans ce terme d'ampères-heure. Ça, c'est une cellule que tu connais bien, Ouais. qui elle fait 200 ampères-heure, qui est aussi une cellule lithium-ion, sauf que celle-ci, c'est une cellule lithium-ion polymère, contrairement à celle-ci, qui est une cellule lithium-ion avec un peu d'électrolyte dedans, un liquide, hein, qui permet de faire le transport des électrons entre l'électrode positive et l'électrode négative. Donc là, j'ai déjà commencé un peu la technique, vous enfuyez pas tout de suite. Ça peut être intéressant de savoir ces choses-là. Celle-là, l'électrolyte, il est sous forme d'un polymère. Il est polymérisé, c'est ce qui fait que c'est dans ces pochettes, comme ça.
Alors celles-ci sont beaucoup plus fragiles que celles-ci, qui ont un boîtier métallique hein, pour les protéger. Et celle-ci est même très très fatiguée, ne faites jamais ce que je vais faire. On voit qu'elle est fatiguée parce que ça, c'est absolument pas normal pour ce type de cellule. Alors, je l'ai déchargée à fond, elle a même été mise en stockage très longtemps déchargée à fond, donc il n'y a plus aucun danger. Elle est à 0 volts, il y a 0 énergie stockée dedans. Mais ça peut quand même s'enflammer si on fait des bêtises. Oui, parce qu'on va dire un mot, là vous le voyez en train de prier une batterie comme ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Hein. Jamais faire. Ne faites pas ce que vous êtes en train de voir. Donc je commence déjà par bien montrer l'exemple, là on est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait ça c'est symptomatique d'une cellule qui est déjà défectueuse et qu'il ne faudra plus utiliser. D'accord. Donc c'était voilà, une manière de parler déjà en filigrane un peu de sécurité parce que c'est très important, surtout pour les technologies batteries lithium, de toujours avoir en tête ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas au niveau de leur fonctionnement. Parce que là, on parle vraiment de sécurité. Voilà une autre cellule prismatique qui est la technologie lithium-fer-phosphate. C'est un autre type de composition de batterie, de technologie de batterie, avec une autre tension de fonctionnement. Hein. Ça, c'est 3,2 volts. Ça, c'est 4,2 volts. Enfin, 3,7 volts en nominal, pardon. Et ça, c'est 3,2 volts en nominal. Je vais un peu rentrer dans le détail après. Mais voilà, il y a plein de sortes de cellules différentes. Lithium-ion polymère, hein, l'électrolyte est sous forme d'un polymère. Là aussi, c'est du polymère, mais ce n'est pas lithium-ion, c'est lithium-fer-phosphate. Là, c'est bien lithium-ion sous forme d'un polymère. Et puis, on a la cellule classique que tout le monde commence à connaître parce que c'est dans les e-cigarettes et accessoirement, c'était, et c'est encore massivement, dans les ordinateurs portables. C'est ce type de cellule qu'il y a là-dedans. Alors voilà pour la petite introduction cellule-batterie. Quand on commence à assembler une batterie, on le fait à partir de cellules. Et quand on parle des batteries, ben, c'est forcément un assemblage en fait, de cellules. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de faire des choix éclairés au niveau des technologies batteries? C'est d'abord de pouvoir identifier les caractéristiques des batteries, hein, des cellules si on descend directement là, pour pouvoir ensuite savoir exactement les points forts, les points faibles, et ce qui va nous permettre de choisir par rapport à notre usage. Et là, je vais t'interrompre. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu ne vas pas nous parler tout de suite des différents types de batteries. Avant de nous parler des différents types de batteries, tu vas nous dire quelles sont les caractéristiques qui font qu'une batterie est intéressante ou pas. J'ai bien compris le truc. C'est exactement ça. J'adore faire les choses à l'envers. Sauf que pour moi, et après, ben, voilà, les spectateurs diront ou se feront leur propre opinion. Pour moi, si on doit choisir une batterie, on ne choisit pas une technologie. On regarde les caractéristiques des différents types de batteries. Et ensuite, on peut, parmi les caractéristiques, quand on les connaît, quand on sait les identifier, les points forts, les points faibles, on peut ensuite choisir une technologie de batterie de manière un peu plus éclairée. Si vous allez directement sur choisir une technologie de batterie, vous allez manger tout un tas de caractéristiques en une fois qui vont vite devenir immangeables parce qu'il y a trop de choses. Il vaut mieux d'abord se concentrer sur comment fonctionne une batterie, quelles sont ses caractéristiques, puisque ça, ce sera valable pour toutes les technologies de batterie. Et ensuite, vous pourrez choisir de manière éclairée quelle technologie correspond mieux à vos besoins, à vos limites budgétaires, à ce qui est disponible autour de vous aussi, hein, puisqu'on ne peut pas forcément acheter tout ce qu'on voudra acheter, hein, ça dépend de si on a des fournisseurs disponibles. Il y a aussi certaines batteries qui ne sont pas achetables par les particuliers, par exemple, qui pourtant seraient désirables. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour parler d'une des choses qui est les plus importantes, notamment pour moi qui m'intéressais aux véhicules électriques, mais aussi pour quelqu'un qui veut faire du stockage, c'est ce qu'on appelle la densité massique. Alors la densité massique, c'est les wattheures par kilo, et dit comme ça, c'est immangeable. Donc c'est pour ça que quand je faisais des conférences, j'avais fait ce petit assemblage de cellules qui donne des fausses batteries, mais c'est pour se faire une idée. Donc là, en fait, ce que vous avez, c'est 5 assemblages totalement bidons, il n'y a pas de connectique. Et tous ces assemblages permettent de stocker 80 Wh d'énergie électrique. Une batterie, c'est une usine chimico-électrique qui permet de stocker de l'énergie. Donc tout ça, ça stocke 80 Wh d'énergie électrique. On voit tout de suite une petite différence. Et la différence qu'on voit en premier, c'est surtout la densité volumique, les wattheures par litre, c'est-à-dire la place que ça prend par rapport à l'énergie que ça stocke. Je vous ai dit qu'il y avait 80 wattheures partout, donc à partir de là, vous voyez bien que pour 80 wattheures, il y en a qui sont plus ou moins encombrantes.
Donc ça, c'est la densité volumique, les watts par litre. Si je retourne, comme j'ai pris le soin de peser chacun de ces assemblages, vous allez voir la densité massique, c'est-à-dire l'énergie que ça peut stocker par rapport à son poids. Alors je ne sais pas si on voit tout bien parce que... Ah oui, non, donc les lithium, là, ici, elles sont à 700 grammes. Ici, on est à 350 grammes. Là, on est à 800 grammes. Ah, les batteries plomb sont les plus lourdes, 2,5 kg. Et celles-ci sont à 1,2 kg. Voilà. Donc on a un écart phénoménal, effectivement, entre celles-ci qui font 350 grammes et celles-ci qui sont sur 2,5 kg. Voilà. Et là, on comprend bien que si vous voulez avoir un véhicule électrique qui ne soit pas trop lourd, il vaut mieux utiliser ce type de batterie que celle-ci. On est d'accord. Et pourtant, dans les années 1900, quand ils ont commencé avec les véhicules électriques, il y avait celle-ci qui était disponible et celle-ci n'était même pas encore inventée. Ouais. Après, il y a Thomas Edison qui a fabriqué une batterie qui commence à être bien connue, qui est la batterie nickel-fer, qui a été utilisée aussi pour les véhicules électriques et qui, à mon avis, a potentiellement un intérêt dans le cadre d'usage dont tu m'as parlé, qui est le stockage d'énergie autonome dans une maison. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc là, on voit directement ce que c'est que la densité massique, c'est-à-dire le nombre de wattheures d'énergie par litre, c'est-à-dire le volume que ça prend, et la densité volumique, la densité massique, c'est-à-dire le poids, et la densité volumique, les litres. On voit bien la différence. Et après, ce que ça nous permet d'introduire aussi, c'est les types de batteries. Et on voit bien que pour 80 Wh, ici, j'ai des batteries nickel métal hydrure qui étaient avant très utilisées dans les téléphones, dans l'outillage portatif, qui maintenant sont en train d'être supplantées massivement par le lithium-ion. Le plomb, j'en parle même pas, tout le monde connaît, on utilisait ça dans les systèmes d'alarme autonome, dans les voiturettes électriques pour les enfants, les petites motos, enfin il y a plein d'applications comme ça. Ça, c'est des batteries un petit peu plus particulières, les lithium fer phosphate, qui ont aussi un grand intérêt pour l'usage de stockage d'énergie dans le cadre d'une maison autonome. Les fameuses batteries d'ordinateur portable, lithium-ion. Et là, on voit deux choses qui vont permettre de parler de la puissance massique. On voit que là, on a la même technologie, lithium-ion, la même énergie, 80 Wh, puisqu'elles font toutes 80 Wh, mais on voit que celle-ci pèse le double, beaucoup plus lourde. Pourquoi est-ce qu'elle pèse le double? Je vais essayer de poser la question, je l'ai un peu téléphoné. En fait, ces batteries-là, même si c'est une technologie identique, lithium-ion, celles-ci sont orientées pour la puissance. Cette batterie-là, ces cellules sont faites pour délivrer énormément de puissance. Donc, typiquement, on va utiliser ce genre de batterie dans de l'outillage portatif, qui va, dans un volume très réduit, être capable de délivrer énormément de puissance. Le seul souci, c'est qu'on sacrifie en volume, on voit bien, ça prend beaucoup plus de place, et on va sacrifier aussi, de fait, même si ce n'est pas implicite, puisqu'il y a 80 Wh dans les deux cas, il me faudra avoir beaucoup plus de batteries comme ça, parce que leur énergie est plus faible que ces batteries-là. Elles sont beaucoup plus puissantes. Donc le fabricant a orienté la fabrication de ce type de batterie lithium vers la puissance, alors que ce type de batterie lithium a été fabriqué pour avoir plus d'énergie stockable en fait. Mais elles sont moins puissantes. Donc on voit que lithium-ion, ça ne garantit pas d'avoir des batteries qui ont énormément d'énergie. On peut avoir des batteries qui ont moins d'énergie, mais qui sont beaucoup plus puissantes. Donc c'est pour ça que je voulais parler, même si on a vite fait de s'en mêler les pinceaux, et je le fais même moi de temps en temps, puisque voilà, c'est pas mon métier d'être conférencier, mais on a vite fait de s'en mêler entre la puissance massique, la puissance volumique. Bon, la place que ça prend dans une maison, c'est des batteries, on ne va pas avoir une pièce de batterie, je ne sais pas si c'est très important. La puissance, pareil, stockage dans une maison, c'est pas très important puisque ça va être des petits consommateurs de courant. Une cafetière électrique, un frigo en 12 volts, de l'éclairage à LED, des choses comme ça. Par contre, l'énergie, c'est important, puisque ça va définir le nombre de jours que vous aurez d'autonomie, une fois, je pense, chargé par des panneaux solaires. Ça va définir le nombre de jours que vous aurez d'autonomie. Donc ça, ce ne sera pas très important et on sacrifiera de l'énergie, ce qui serait dommage pour l'usage.
Mais il faut d'abord comprendre la différence entre la densité massique et la densité volumique pour pouvoir faire ses choix de manière éclairée ensuite au niveau du type de batterie. Alors, je ne sais pas si j'étais très clair, c'est toi qui vas me Mais dire. c'est pour ça que tu commences par parler de ça avant de parler du type de Ouais. batterie. Parce que ça, c'est vraiment le gros morceau qui n'est pas forcément évident à avaler au début. C'est ces différentes caractéristiques de batterie. Euh, la puissance massique, celle-ci a une plus grande puissance massique, c'est-à-dire qu'elle peut délivrer plus de watts, voire de kilowatts, parce que ces petites batteries-là sont très très puissantes, que celle-ci. Et pourtant, c'est la même technologie batterie. Pour votre usage à vous, la puissance massique, elle ne sera pas importante. Après, on va avoir la puissance volumique. Bon, si la batterie a un tout petit volume mais qu'elle est très très puissante, ça va avoir intérêt pour de l'outillage électroportatif. Pas du tout pour du stockage d'énergie autonome dans une maison. D'accord ? Après, je vais pouvoir vous parler de la durée de vie en cyclage, qui est le point le plus important pour une petite usine électrochimique de stockage d'énergie qui est la batterie. C'est qu'en fait, cette batterie, on va la charger, on va la décharger, et ça correspond à un cycle. Ce cycle, ça va pouvoir influencer énormément, et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, sur la durée de vie de la batterie. Donc après la durée de vie en cyclage, il y a une deuxième durée de vie dont il faut aussi parler, qui n'est pas toujours abordée, qui est la durée de vie calendaire, qui est la durée de vie totale d'une batterie. C'est un peu comme les humains, même si on s'économise, on aura quand même une fin de vie, et pour une batterie c'est pareil. La durée de vie calendaire, elle est beaucoup liée aux technologies batterie. Donc je ne vais pas tout de suite en parler, j'en parlerai à peine plus tard. Mais il faut savoir que ce qui est bon de prendre en compte, c'est que ça ne sert à rien de maximiser la durée de vie en cyclage dont je viens de parler juste avant, si la durée de vie calendaire est très très courte. Vous allez faire des compromis sur l'autonomie de vos appareils électriques, parce que je suis toujours dans le cadre d'un stockage d'énergie que tu m'as donné comme cadre, stockage d'énergie dans une maison autonome. Si vous faites des choix qui vous permettent de maximiser la durée de vie en cyclage, d'avoir énormément de possibilités de recharge, mais que votre batterie, au bout de 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, est en fin de durée de vie calendaire, l'intérêt est nul. Donc si vous avez mis un coût important dans cette batterie, il sera perdu de fait. Donc simplement parler de cette fameuse durée de vie calendaire, qui n'est pas toujours évoquée, notamment pour les cellules lithium polymères. Au début, ils n'aimaient pas trop l'évoquer parce que les cellules lithium polymères avaient des durées de vie calendaire qui étaient vraiment très très courtes. Ça s'est beaucoup amélioré, puis c'est aussi lié à la qualité de fabrication, ça dépend des marques. Ensuite, je vais vous parler d'autre chose que certains connaissent déjà, c'est l'autodécharge des batteries. Et ça va être un critère énorme pour le stockage d'énergie dans une maison, puisque typiquement la batterie qui était utilisée traditionnellement, c'était la batterie plomb pour le stockage d'énergie solaire, rechargée par des panneaux solaires. Or, la batterie plomb a un taux d'autodécharge énorme. Alors, l'autodécharge, c'est quoi ? C'est-à-dire que la batterie, de par sa conception, il y a une impédance, une résistance interne. Ce n'est pas très important ce que veut dire le terme, mais pour simplifier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement qu'une batterie stockée chargée à 100%, même si on ne consomme pas de courant sur cette batterie, si on n'utilise pas son énergie, elle va s'auto-décharger seule. Donc elle est chargée à 100%, on revient un mois après, elle aura perdu 10, 15, 5, 20, 40%. Ça dépend de la technologie de batterie. Donc l'autodécharge sera à prendre en compte quand vous aurez à faire vos choix de technologie batterie. Donc regardez, c'est indiqué par les constructeurs, le taux d'autodécharge, c'est en pourcentage par mois typiquement. Ensuite, on va avoir comme caractéristique importante pour faire les choix les températures de fonctionnement. Dans le cadre d'un usage stockage d'énergie solaire, les batteries seront le plus souvent dans un local, elles ne seront pas à l'air libre, sachant que ce qui est mauvais pour la plupart des batteries, c'est le gel. Là, il n'y a pas de... Alors c'est mauvais pour plusieurs raisons. Une des raisons peut être aussi la sécurité. Les batteries de type lithium ne doivent surtout pas être chargées en dessous de 0 degré. C'est non seulement destructif, mais ça peut même être dangereux du point de vue de la sécurité du bâtiment et des gens qui sont à l'intérieur, s'il y a des gens à l'intérieur. Donc en général,
En dessous de 0 degré, Je me permets juste de t'interrompre, n'hésite pas une parce que seconde. oui, sur ces questions de sécurité, vous savez, hein, quand vous lisez dans les médias parfois qu'il y a un téléphone qui a pris feu ou des choses comme ça, c'est pas forcément des conneries, hein. Il y a réellement des batteries qui, en particulier les batteries lithium, là, si vous en prenez pas soin, si vous respectez pas un certain nombre de règles de sécurité, il y a réellement des risques qu'elles prennent feu. Et là, tout à l'heure, on a vu, on s'est amusé à plier celle-là. Typiquement, si elle était chargée, c'est un type de dégradation où elle n'aime pas ça, la batterie, hein. Pourrait provoquer des dommages. Moi, Ouais. j'ai fait pour certaines entreprises des tests de sécurité sur les batteries lithium-ion. Donc, je ne suis pas un expert en la matière, mais j'ai provoqué des courts-circuits sur des batteries lithium-ion. J'ai percé ce type de batterie pour voir les réactions donc avec caméra vidéo, pour filmer ce qui se passait, avec capteur de température. Donc, c'était des expériences scientifiques filmées pour les personnes qui m'avaient demandé de le faire. Ce que tu dis est parfaitement vrai et c'est à prendre très très au sérieux parce qu'il y a régulièrement des véhicules du type vélo électrique, du type patinette électrique, du type etc. qui contiennent des batteries lithium-ion, soit de ce type-là, soit de ce type-là, qui pour X raisons, on pourra en parler si tu veux, plutôt vers la fin quand j'évoquerai la sécurité, Mm. vont soit dégazer des gaz à température très élevée, euh, sans autre conséquence. Risque de brûlure dans certaines situations. Voilà, malheureusement, en général, quand ça commence à dégazer, vu les températures, excuse-moi, vu les températures, s'il y a quelque chose d'inflammable à porter, on a le droit à un incendie dans les quelques secondes et minutes qui suivent. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre très très au sérieux, hein. La notion de température de fonctionnement des batteries peut, hein, comme je le disais, alors c'est plus le risque de dégazage et de combustion de la batterie va plutôt être quand on va dépasser les températures de fonctionnement vers le haut. Quand on sera en dessous de 0 degré, on va plutôt obtenir une forte dégradation de la batterie si on essaie de la charger. Et surtout si on essaie de la charger à fort courant. Parce qu'en fait, elle ne va pas accepter ce fort courant parce que la batterie est trop froide. Mais progressivement, elle va finir par l'accepter et elle va partir très vite en emballement thermique en fait. Et l'emballement thermique, c'est ce qu'on obtient et ce que j'ai fait en test sur ce type de batterie aussi. C'est-à-dire que les batteries lithium-ion, et c'est quelque chose qu'il faut faire pour toutes les caractéristiques dont je vous ai évoqué, que j'ai évoquées, systématiquement lire ce qu'on appelle en anglais les data sheets, c'est-à-dire les feuilles techniques, qui indiquent toutes les caractéristiques des batteries. Ça vous permettra de faire des choix en connaissance de cause. Alors, il ne faut pas non plus prendre ça comme quelque chose d'acquis. Les très très grandes marques de batteries sont très sérieux dans leur documentation technique. Maintenant, si vous achetez des batteries à pas cher sur certains sites, typiquement producteurs chinois, alors c'est pas une question de nationalité, hein, ça pourrait venir d'Inde ou d'ailleurs, mais c'est massivement fabriqué en Chine. Des batteries sans marque, méfiez-vous énormément des caractéristiques qui seront indiquées, parce que pour le lithium-ion, il y a quand même une notion de sécurité qui est très importante à garder en tête. Pour les sites des grands constructeurs de batteries, je ne vais pas donner de marque parce que je ne sais pas si tu m'autorises, mais les gens connaissent bien les marques, hein, voilà, les plus grands constructeurs de batteries. Vous allez trouver du Panasonic, du LG, du Sony, celle-ci c'est une Kokam. Quand vous avez une donnée technique qui est fournie sur le site de ces constructeurs, vous avez 95% de réalité et que 5% de marketing. Voilà. Alors que si c'est issu d'un site, alors, typiquement chinois, batterie à pas cher sur AliExpress ou autre, Alibaba, ce genre de truc. voilà, vous allez inverser, ça va être 95% de marketing et 5% de technique et encore. Des fois, on voit des énormités écrites et le simple fait qu'il y ait une énormité doit vous faire fuir immédiatement ce vendeur. Moi, j'ai vu ce type de cellule qui, de par sa fabrication, sa technologie, ne peut pas dépasser, hein, c'est une cellule type 18650 pour ceux qui connaissent. Actuellement, vous ne trouverez pas de cellule comme ça sur le marché grand public au-delà de 3,5, 3,6 ampères-heure. Ça n'existe pas. Vous allez sur les sites AliExpress ou sur eBay, vous en trouverez de 9,9 ampères-heure. Ouais. Donc là, bon,
Voilà, vous voyez ça, vous savez que c'est pas la peine. Alors c'est bien, le chiffre est plus gros. Ils ont bien compris qu'il y avait plus de gens qui achèteraient parce que le chiffre est plus gros. Mais en l'occurrence, techniquement, ce n'est pas possible. Donc c'est du fake, donc c'est du mensonge. Donc voilà, bon. D'où l'intérêt. C'est pour ça que j'ai commencé par quelque chose qui est un peu désagréable au début, qui est de rentrer dans les watt kilos, les watt litres, la densité volumique, la densité massique. Ça fait les meilleurs maintenant sont presque à 300 Wh par kilo. Si quelqu'un vous dit que ça fait 600 Wh par kilo, c'est juste pas possible. Non, la technologie ne le permet pas encore. Elle le permettra peut-être parce que tous les ans, cette technologie augmente de 5 à 10%, parce que les constructeurs améliorent, mais ça ne peut pas aller au-delà. Donc pour les températures de fonctionnement, typiquement les batteries lithium-ion, puisque c'est ce qu'on va retrouver beaucoup. En général, on déconseille très fortement de dépasser les 40 degrés parce que la batterie va déjà s'abîmer avant même de devenir dangereuse, où là ce sera à des seuils de 60-70 degrés, où là il y a vraiment un risque d'emballement thermique, d'ouverture pour ce type de cellule. Il y a une soupape de sécurité qui va s'ouvrir, ça va dégazer, et s'il y a quelque chose d'inflammable à porter, ça prendra feu, voire même elle s'auto-inflammera. Donc c'est... Voilà. 40 degrés maximum. Mais encore une fois, je dis un chiffre, je devrais vous conseiller d'aller lire les datasheets, les fameuses docs techniques des fabricants. Ça, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Et en même temps, ça permet de faire des choix éclairés ensuite et de devenir très bon sur l'analyse des différents types de technologies de batterie en fonction de leurs caractéristiques. Alors après, je peux parler de toxicité, même si là, j'ai aucune cellule hormis le plomb. J'ai pas de cellule nickel-cadmium, mais il faut parler de toxicité en matière de batterie, parce que ça, typiquement, le plomb, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir dans l'air, qu'on ne veut pas avoir trop à toucher, puisque ça provoque des maladies. Donc la toxicité des batteries, c'est quand même très important, et c'est une des raisons qui font que maintenant, les batteries nickel-cadmium sont interdites à titre domestique. Ça existe encore un peu, il y a des dérogations à titre industriel, ils continuent encore un peu de les utiliser, mais ça va très bientôt disparaître, et il y a peut-être même une loi qui a déjà dû interdire ça avec une date, je ne suis pas au courant. Mais voilà, pour le plomb, alors évidemment, tant qu'elle n'est pas ouverte, ce qui est le cas de celle-ci, tant qu'elle n'est pas broyée et vaporisée dans l'air et qu'on ne respire pas ça, ou qu'on ne passe pas son temps à le toucher, c'est pas très grave. Mais le cadmium, par exemple, est une matière qui est excessivement toxique. Et donc, même si la batterie nickel-cadmium aurait eu un intérêt important par rapport à sa durée de vie calendaire qui est gigantesque, à sa très bonne capacité de cyclage, elle aurait eu un intérêt dans le stockage pour les systèmes de maisons autonomes. Si on vous donne des batteries nickel-cadmium, pourquoi pas, c'est des batteries, si elles ne sont pas abîmées, c'est à réfléchir. S'il faut les acheter, c'est une très mauvaise idée, même si c'est pas cher. Donc voilà pour la partie toxicité. La notion de coût, là, je pense que les gens verront d'eux-mêmes. Une fois qu'on a commencé à regarder les caractéristiques des batteries, on met le coût en face et puis on voit en fonction de nos propres critères si le jeu en vaut la chandelle. Il n'y a pas besoin de s'étendre. Mais il y a des batteries qui sont moins chères que d'autres. De manière assez étonnante, les batteries lithium fer phosphate qui avant étaient raisonnablement placées du point de vue prix sont en train de remonter en prix, et je pense que c'est parce que les gens se sont aperçus qu'elles étaient très intéressantes par rapport aux batteries plomb. Et de plus en plus, les batteries lithium fer phosphate, le prix augmente, alors que le prix des batteries lithium-ion lui diminue de manière assez impressionnante. Pour fixer des prix, ces batteries-là maintenant sont à 200 € le kilowattheure. Alors le kilowattheure, c'est 1000 Wh, donc là vous en avez 80 Wh. Le kilowattheure 200 €, c'est ni plus ni moins que 5 fois moins cher que ce qu'elles étaient il y a à peine 5-6 ans. Ça passe vraiment très très vite. Les batteries vraiment lithium-ion de grande qualité ont baissé de manière extraordinaire parce qu'elles sont maintenant utilisées partout, absolument partout, et massivement dans l'industrie du véhicule électrique. C'est-à-dire que ça, c'était un petit peu mon rêve il y a 20 ans quand j'ai commencé à m'intéresser aux véhicules électriques, et on faisait nous-mêmes nos assemblages quand ce type de batterie est arrivé un peu plus tard. Mais avant, il n'y avait que ça qui était disponible, et puis le top, c'était le nickel métal hydrure. Ça, c'était dans les années 2000, où le lithium-ion était inabordable en prix. Imaginez mettre 7000 cellules comme ça, quand une cellule coûte 15-20 €.
c'est pas la peine. Tesla pour les riches. Voilà. Et c'est pour ça que la Tesla Roadster, la première, était vendue de mémoire 120 000 $, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et pour l'information, les batteries des Roadster Tesla qui étaient basées là-dessus, celles qui ont 12 ans, continuent de fonctionner pour une certaine part. Et je me suis renseigné il n'y a pas longtemps, parce qu'on m'a posé la question, elles ont encore, pour certaines, encore 60% de capacité, ceux qui roulaient encore avec des batteries, après 12 ans. Alors que la durée de vie calendaire prévue par ce type de cellules, c'est de l'ordre de 4, 5, 6 ans, grand maximum, avant qu'elles commencent à se dégrader. Ce qui montre une chose, c'est que Tesla avait bien fait de choisir des batteries Panasonic, parce que c'est des batteries qui étaient fabriquées avec un haut niveau de qualité, d'où la durée de vie, qui dépasse la durée de vie calendaire habituelle de ce genre de cellules. Et surtout, la manière dont ils les ont utilisées, je vous parlais tout à l'heure de la profondeur de décharge par exemple, a permis de maximiser encore plus ces durées de vie. On reviendra peut-être là-dessus un peu après. Ok. Mais on voit que l'usage peut aussi faire sortir du cadre habituel prévu les caractéristiques d'une batterie et rendre l'achat de cette batterie encore plus intéressant sur le long terme. Ne te sens pas forcé d'accélérer. Non, parce que là, les amis, je vous explique ce qui se passe. On avait dit qu'on faisait... Ah, c'est comme toujours, hein, on avait dit qu'on ferait une vidéo sur un format court. Ma faute. Voilà. Donc, on en est à 30 minutes de tournée, peut-être 15 minutes de plus. Non. Allez, alors, c'est raisonnable. on va essayer de faire court et simple toujours. Vas-y, enchaîne. Donc, ce que je vais essayer de faire, après avoir parlé un peu de bonnes pratiques à un moment où je ne voulais pas le faire, je vais en parler maintenant de manière prévue. Pareil pour la sécurité, je vais en reparler là. La sécurité, c'est ni plus ni moins qu'être conscient que les batteries, toujours voir les fameuses notices de constructeurs, les datasheets, prévoient une plage de fonctionnement en température, en tension, en courant, en puissance, les fameux water kilo, les watts, etc. Tout ça, ce n'est pas des choses en l'air. Si on sort de cette plage de fonctionnement qui est prévue, on va avoir au mieux une dégradation de fonctionnement. Alors ça peut être la batterie qui ne va plus pouvoir fournir la puissance dont vous auriez besoin, donc elle va devenir rapidement inutilisable. Ça peut être une batterie qui va s'endommager beaucoup plus vite que prévu. Donc, quand je dis s'endommager, c'est en interne, sans pour autant être dangereuse. C'est simplement ces caractéristiques qui vont se dégrader beaucoup plus vite que prévu. Typiquement, vous ne pourrez pas faire le nombre de recharges qui sont prévues par le constructeur. Il vous avait annoncé que vous en feriez 500, 1000. Vous allez en faire que 200 parce que vous êtes complètement sorti de la plage de fonctionnement normale de la batterie. Alors ça peut être une plage en température, j'en ai parlé tout à l'heure, j'aurais dû en parler maintenant. Charger une batterie lithium-ion quand il fait très très froid, typiquement en dessous de 5-0 degrés étant le pire, c'est très mauvais pour sa durée de vie. Charger une batterie alors qu'elle est en train de dépasser les 40 degrés, c'est pas très bon non plus pour sa durée de vie. Ça va faire des dégâts forcément sur son fonctionnement à venir. Vous avez aussi utilisé une batterie en dehors de ce qui est prévu par le constructeur. Alors pour vous donner un exemple, ces batteries-là, c'est des batteries qui ne sont pas prévues pour délivrer énormément de puissance. Si vous voulez une batterie lithium-ion qui peut donner de la puissance, voilà, c'est ce type de batterie qu'il faut. Alors vous aurez des batteries au format 18-650 qui sont prévues pour donner de la puissance. Quand je disais celle-là elle n'est pas prévue pour ça, c'est parce que celle-là elle est prévue pour fournir de l'énergie. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous utilisez cette batterie-là pour alimenter un appareil, typiquement une visseuse, quelque chose qui demande énormément de puissance, vous ne ferez même pas 50 recharges. Elle va tellement souffrir. Alors déjà, votre appareil ne tournera pas très fort et n'aura pas la puissance que vous avez habituellement quand vous utilisez les batteries prévues pour. Parce qu'il y a des gens qui se bricolent des batteries, qui adaptent leur visseuse qui fonctionnait typiquement avec des batteries nickel-cadmium avant. Ils enlèvent le nickel-cadmium, ils mettent des batteries lithium-ion. Pourquoi pas? C'est bien de bricoler, c'est bien de garder des vieux appareils, c'est très très bien même, mais utilisez les bonnes batteries. Si c'est une application puissance, regardez dans les données constructeurs la puissance massique de la batterie et utilisez la batterie qui est adaptée. Celle-là, elle fait de mémoire, elle fait 2,2 ampères-heure. Elle est capable de fournir
qu'on appelle une puissance instantanée de 3C, c'est-à-dire 3 fois sa capacité. Elle fait 2,2 ampères-heure, elle est capable de fournir 6,6 ampères de courant maximum et pendant des périodes brèves. Si vous vous en servez en essayant d'alimenter un appareil qui a besoin de 10 ampères en permanence, vous ne ferez même pas 50 recharges, elle va très vite dysfonctionner. Il faudra utiliser des batteries orientées puissance qui n'auront pas le même poids, le même volume ou la même énergie si elle est dans ce format-là. Celle-là, orientée énergie, c'est assez vieux. Maintenant, on fait des 3,5 ampères-heure dans ce format-là, orientée énergie. La même orientée puissance, elle fera que 2 ampères-heure, 2,5 ampères-heure. Il y a Samsung qui fait des très très bonnes batteries qu'on peut mettre dans les visseuses. Moi, j'ai transformé une des miennes avec ce type de batterie, mais prends bien garde d'utiliser les batteries adaptées au fonctionnement. Donc ça fait partie aussi de la sécurité, parce que si on sort de la plage de fonctionnement, on va se retrouver avec une visseuse qui prend feu, ça peut aller jusque là, parce que comme elle n'est pas orientée puissance, si je lui demande beaucoup de courant, elle va énormément chauffer, avec le risque de dégazer et mettre en combustion tout ce qu'il trouve autour. Si le plastique de votre visseuse il est combustible, ça va flamber et voilà quoi, c'est à éviter. Donc ça c'est pour la partie sécurité en fonctionnement. Ça implique quoi? Ça implique d'utiliser un chargeur adapté, ça implique de surveiller la température, donc ça c'est le chargeur qui le fera pendant la charge. Mais si vous bricolez des systèmes, ça implique d'utiliser une électronique qui vous permette de surveiller la tension et la température de cette batterie. Donc le lithium, je le répète, c'est une cellule qui en soi n'est pas spécialement dangereuse, c'est juste qu'il faut rester absolument dans sa plage de fonctionnement. Si on veut une batterie un petit peu plus sûre, qui est en technologie lithium, il y a les lithium fer phosphate. Alors c'est pas la même tension, ça c'est 3,2 volts la cellule, alors que là c'est 3,7 volts nominal. Ces batteries-là sont plus orientées puissance, alors que celles-ci typiquement sont plus orientées énergie, mais c'est de moins en moins vrai puisque les fabricants maintenant dans tous les formats et toutes les technos font les deux maintenant, ou des compromis entre les deux. Lisez bien les notices constructeurs. L'avantage de celle-ci, le lithium fer phosphate, est beaucoup plus stable thermiquement. C'est-à-dire qu'elle supporte mieux d'aller à des températures un peu plus élevées. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas les dégrader, ça veut dire qu'il y a moins de risques qu'elles prennent feu par rapport au lithium-ion. Maintenant, si on les pousse hors plage de fonctionnement, j'ai fait des tests avec le lithium fer phosphate, elles s'enflamment aussi. C'est pas quand des gens disent le lithium fer phosphate, c'est des batteries sûres. Non, non, non. C'est des batteries qui, si vous sortez de leur plage de fonctionnement, peuvent aussi s'enflammer. C'est toujours une question de plage de fonctionnement, en tension, en température, en courant, etc. Donc ça, c'est pour la partie sécurité. Ça, j'en parlerai pas, c'est pas la peine, c'est de moins en moins utilisé. Et puis, c'est des batteries, du point de vue sécurité, le lithium ayant une forte énergie stockée à des réactions chimiques et aussi du fait du lithium, qui sont plus violentes que ce type de techno. Mais c'est à garder en tête quand même. Ces batteries, les lithium, fer phosphate un peu moins, mais lithium-ion de manière absolue, ça doit être surveillé par une électronique. Qu'elle intervienne ou qu'elle n'intervienne pas, que ce soit juste du monitoring ou que ça fasse, par exemple, ce qui se fait de plus en plus, quand la batterie va arriver à 4,2 volts, il y a des systèmes qui vont court-circuiter sur une résistance l'énergie qu'envoie le chargeur pour que ça arrête de charger la cellule. Ça, d'autres personnes en parlant que moi. C'est juste pour dire que ça doit être utilisé obligatoirement avec des systèmes de protection, de surveillance, pour pas qu'il y ait de dégâts. L'idée, c'est parce que moi, dans les vidéos suivantes, je vais vous parler de mes batteries à moi. Moi, je fais des vérifications manuelles de la charge et je coupe la charge lorsque mes batteries sont chargés. Ce que Phil est en train de vous expliquer, c'est qu'il existe des systèmes électroniques qui sont fiables qui peuvent le faire, et qui le font à la place d'un humain qui n'a pas besoin de rester planté devant sa batterie pour voir quel est son taux de charge. C'est plus sécurisé et puis surtout, vous avez peut-être autre chose à faire de vos journées que de rester devant une batterie. Voilà. Avec toujours le critère important, c'est que autant je ne doute pas une seconde que toi, en tant qu'humain, tu utiliseras ton cerveau à fond et tu interviendras à temps parce que tu surveilles la batterie.
un système électronique à qui vous allez déléguer cette tâche, attention de bien vérifier que c'est un système électronique de qualité. Parce que justement, vous déléguez cette tâche. Donc si vous ne surveillez pas la charge de votre batterie et que vous confiez ça à de l'électronique, il faut qu'elle soit fiable. Parce qu'on parle de batteries qui potentiellement peuvent partir en emballement thermique si n'importe quoi est fait. Ça supporte 4 volts 2. Vous mettez 4 volts 3, ça devrait aller. Si vous commencez à envoyer 4 volts 6, 4 volts 7, 5 volts et plus, vous allez avoir une combustion, c'est garanti. Et là, il y a un risque d'incendie qui n'est pas faible, qui est énorme. Et malheureusement, il y a plein d'overboards, de patinettes qui flambent régulièrement, même si on n'en parle pas trop. Voilà, ça peut quand même très mal se finir. Donc c'est pas à prendre à la légère du tout. Et en fait, après avoir parlé de tout ça, on n'a toujours pas répondu à la question, c'est quoi les types de batteries, c'est quoi les plus intéressants? Ah oui, ta fameuse question, c'est vrai qu'à l'origine, c'était ça l'idée, c'était quelles étaient les batteries potentiellement mieux adaptées à l'usage, stockage solaire, je pense, par recharge solaire pour une maison autonome. Exactement. Alors écoute, il y a différents types de batteries sur la table et finalement, il n'y en a pas tant que ça qui sont adaptées au solaire. Ça, on va dire que c'était bien avant, mais maintenant c'est devenu trop cher pour ce que c'est. Le concurrent direct des batteries plomb, qui étaient avant les batteries les plus utilisées, et à mon avis encore maintenant, mais je pense que c'est en train de changer, pour le stockage d'énergie chargée solaire, c'était ça, et le nouveau, c'est plutôt ça, c'est-à-dire le lithium fer phosphate. Pour une raison qu'on peut voir, c'est simple, c'est que voilà quoi, en volume, dans les maisons, on a vite fait la différence. Et aussi pour une autre raison, c'est que ça, même si, alors c'est une batterie plongelle, les batteries à décharge profonde utilisées pour le solaire sont encore de meilleure qualité que celle-là, mais c'est des batteries qu'on va avoir du mal à cycler, à recharger plus de 1000, 1500, 2000 fois, et encore si on les décharge vraiment pas profondément, puisque le principe de la décharge profonde s'applique à toutes les batteries. L'avantage de celle-là, c'est que ce type de batterie, les constructeurs les donnent à minima pour 1200, 1500, c'est très courant, 1500 cycles de recharge à 80%. Celle-là, on ne la rechargera pas 1500 fois si on l'a déchargée à 80% de profondeur de décharge. C'est juste pas possible. Le problème, c'est le coût. C'est-à-dire que les batteries lithium fer phosphate sont quand même assez chères, mais encore une fois, si par rapport aux données que je vous ai données tout à l'heure, vous faites un calcul de coût au nombre de wattheures que vous récupérez sur la durée de vie de la batterie, celles-ci vont largement s'amortir dans le temps et relativement vite, en quelques années seulement. Donc pour moi, batterie plomb, on oublie. Celle-là, ce sera de ce qu'il y a sur la table, la numéro 1. La batterie numéro 2 qui est en train d'être évoquée en ce moment, qui est très 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 évoquée même, c'est le lithium titanate. Parce qu'elles ont un nombre de recharges permises qui est juste énorme. Les constructeurs annoncent 5000, 6000 recharges pour les plus pessimistes. Et il y a des peut-être très très optimistes, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ces batteries, qui arrivent à 15, 20 000, 30 000 recharges indiquées sur leurs données techniques. Je ne veux pas m'avancer, c'est des données techniques, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut tester, j'ai pas testé, donc voilà. On va dire que 5-6 000 recharges, c'est ce qui est annoncé de manière à peu près fiable par les constructeurs entre guillemets sérieux. Les autres, je ne suis pas sûr. Le souci du lithium titanate, c'est qu'il est très très cher. Et donc par rapport au lithium fer phosphate, je ne suis pas sûr que ce pseudo-gain en nombre de recharges possibles soit amorti. D'autant plus qu'on n'a pas vraiment de recul sur la durée de vie calendaire, le nombre d'années pendant lesquelles la batterie lithium titanate va pouvoir fonctionner normalement, alors que sur celle-là, on a pas mal de recul. Et moi, j'ai même un recul un petit peu particulier parce qu'en fait, ma voiture électrique, qui avant contenait des batteries nickel-cadmium, orientées pour la traction, pour les véhicules électriques, les batteries ont été remplacées par du lithium fer phosphate, exactement celle-ci. C'est des batteries de 3,2 volts 100 ampères-heure et ça a été fait il y a maintenant 8 ans et ma voiture continue de fonctionner, il n'y a pas de souci. Donc du point de vue durée de vie calendaire, les lithium fer phosphate sont donnés typiquement pour 8 à 10 ans et manifestement, en tout cas dans ma voiture, elles sont parties pour le faire à peu près sans souci, quoi.
Alors il y a une perte de capacité parce que l'usage véhicule électrique est quand même assez pointu, donc elle souffre et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'usage plus difficile que pour une batterie que dans un véhicule électrique, hein, mais elles sont déjà à 8 ans et j'ai encore une bonne autonomie par rapport à l'autonomie d'origine. Typiquement, je suis encore à peu près 70% de ce qu'elles pouvaient donner à l'origine, alors qu'elles ne sont probablement pas utilisées de manière 100% optimale, quoi, hein. Donc, lithium fer phosphate, pour moi, ce serait le plus fiable. Après, du point de vue fonctionnement, lithium-ion, c'est ce qui est de plus en plus évoqué. J'ai vu pas mal de vidéos YouTube qui parlent d'assemblage de batteries lithium-ion. Effectivement, si on est malin... Notamment celle qu'a faite Barnabé chez Damien Descartes, où il a fait un système comme ça, dont le contrôle de la charge était effectué par un Arduino. Les gens utilisent ces batteries, si j'ai bien compris, parce qu'ils les récupèrent sur des ordinateurs portables, par exemple, et donc c'est une ressource gratuite. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment la disponibilité et le coût de cette ressource. La difficulté, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est du lithium-ion, donc il y a vraiment la notion de sécurité à avoir en tête en permanence, hein. Je veux pas, enfin si, je veux y revenir parce que c'est important, hein. Une vie, c'est ce qui est le plus important et ça ne peut pas être remplacé. Alors que le coût des batteries, à côté de ça, c'est rien. L'assemblage est d'autant plus important que je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui soudent au fer à souder sur ce type de batterie. Alors c'est pas forcément dangereux si c'est fait rapidement, c'est-à-dire que le fer à souder, on va d'abord mettre un peu de flux pour améliorer la mouillabilité de la soudure. Là c'est des termes techniques parce que de base je suis électronicien de formation. On va faire ça rapidement avec un fer à souder. Donc mettre un peu de flux ici, souder rapidement un petit peu de soudure, appliquer le contact, alors surtout pas sur celle-là parce qu'il y aurait court-circuit, parce que celle-là il n'y a plus la protection extérieure, mais sur celle-ci, le problème c'est que vous allez chauffer la soudure à plus de 300 degrés et ces batteries-là ne sont pas faites pour supporter 300 degrés. Donc même si vous le faites de manière très très courte, ça va un peu endommager la batterie et c'est pas forcément, enfin en tout cas pour moi c'est pas une bonne manière d'assembler les batteries. Il existe maintenant, merci la Chine, on peut avoir accès à des petites soudeuses par point, alors de plus ou moins bonne qualité, il faut se renseigner sur les forums, ou alors il y a des gens qui vendent carrément des montages pour faire de la soudure par point qu'on fixe sur une batterie 12 volts de démarrage. Des gens qui ont fait des systèmes électroniques bien conçus et très fiables. Il faut aller sur des forums qui sont assez répandus. Je te donnerai 2-3 liens, comme ça tu pourras les mettre dans la vidéo. Mais par pitié, évitez de souder avec un fer à souder sur des batteries lithium-ion. À minima, vous allez abîmer vos batteries, ce qui fait qu'elles ne vous donneront pas ce que vous auriez eu normalement en faisant une soudure par point classique. Au pire, voilà, quoi, vous allez faire des dégâts qui font qu'une des batteries va lâcher, vous n'allez pas comprendre pourquoi et ça peut partir en incendie, c'est pas une bonne idée. Donc ça, toujours pareil, hein, si vraiment vous l'utilisez, attention à bien avoir un système, alors soit de surveillance, de monitoring, soit carrément de protection. Je le dis de manière ouverte, hein, c'est bien d'essayer un peu tout, mais Arduino, ça reste un ordinateur, ça peut planter, ça peut bugger. Alors que les puces qui sont prévues pour surveiller les batteries lithium-ion, dans les cartes électroniques faites exprès de bonne qualité, elles planteront beaucoup moins. Il n'y a pas de système informatique à l'intérieur, c'est un microprogramme qui se déroule, voire même, c'est même pas un microprogramme, c'est purement analogique. En dessous d'une certaine tension, ça coupe, au-dessus d'une certaine tension, ça coupe. C'est beaucoup plus sûr quand même. Donc voilà, lithium-ion, c'est disponible, ok, pourquoi pas. Lithium fer phosphate, quand on parle de... Donc ça, c'est des cellules utilisées typiquement dans les vélos, dans les vélos assistance électrique, pardon, dans les visseuses, dans certains véhicules électriques. Moi, j'ai fait quelques protos avec ça. C'est des batteries très puissantes, hein. Celles-ci sont capables de délivrer des courants assez importants. Mais typiquement en utilisation stationnaire, pareil, je te filerai des liens pour avoir accès à des batteries à des tarifs raisonnables parce que malheureusement... Sous phénomène de mode, les prix ont un peu explosé alors qu'ils ne le méritaient pas. Lithium fer phosphate, une batterie comme ça, 100 ampères, c'est de l'ordre de 110-115 euros la cellule. Vous en mettez 4, vous avez l'équivalent d'une batterie 12 volts pour alimenter tout ce qui serait LED, etc. Ça commence déjà à permettre une petite autonomie pour une installation électrique, on va dire raisonnable. Et
après vous ajoutez en fonction des puissances dont vous avez besoin. Ensuite, je vais te parler d'une batterie qui est très très peu connue, en tout cas très peu abordée par rapport à ce que j'ai vu sur ta chaîne, que je trouve génial. C'est ton idée de toujours essayer de construire toi-même ou de faire de l'autosuffisance, de la suffisance des choses que tu puisses, ce que moi j'appellerais du low-tech, qui est un peu en train de devenir la mode, mais je trouve ça très bien, qui est la batterie qu'on appelle la batterie Edison, qui est la batterie nickel-fer. En fait, la batterie nickel-fer, c'est une batterie qui, en termes de cyclage, peut être rechargée plus de 4000 fois, qui a une densité énergétique. Alors je rappelle, la densité énergétique, c'est ça, c'est 80 Wh pour ça. La densité énergétique de ce type de batterie-là, les lithium fer phosphate, c'est 100 Wh par kilo. La batterie nickel-fer, c'est 25 Wh par kilo. Donc c'est vrai que c'est très très faible comme densité énergétique. On a peu d'énergie par rapport au poids, mais pour un stockage dans une maison, le poids, on va le porter une fois avec une brouette, et puis ça sera bon, quoi. C'est pas comme un véhicule électrique où voilà, on essaye de diminuer le poids. On a besoin de diminuer le poids. Le gros avantage du nickel-fer, c'est vraiment sa durée de vie. Là où les batteries lithium-fer phosphate, pour l'instant, on a un recul de 8, 10 ans, 12 ans. On sait que ça tient à peu près ce qu'annoncent les constructeurs, c'est 10-12 ans. 10-12 ans, c'est un peu court, quoi. Même si ce sera amorti sur la durée de vie, le coût d'achat, c'est quand même un peu court. Les batteries nickel-cadmium, la durée de vie standard, c'est 25 à 30 ans. Le problème, ça contient du cadmium. Donc même si vous les récupérez gratuitement, pensez-y, c'est pas utilisé n'importe comment. Le cadmium, c'est toxique, il ne faut pas mettre ça dans une pièce à vivre. Il ne faut pas ouvrir la batterie. Une batterie qui est ouverte doit être mise au rebut proprement selon les règles de l'art. C'est documenté sur Internet. Mais il y a une batterie qui elle est géniale parce qu'elle n'est pas toxique et elle aussi elle a une durée de vie énorme. C'est la batterie nickel-fer, la fameuse batterie nickel Edison. 4000 recharges possibles, 25-30 ans de durée de vie. Vous aurez besoin de changer l'électrolyte tous les 10-15 ans pour récupérer la capacité d'origine. C'est aussi simple que ça parce qu'en fait la batterie, comme c'est une batterie alcaline, elle se dégrade très très peu et elle peut durer mais des décennies. Et au bout de 30 ans, elle ne sera pas foutue. C'est juste que sa capacité va commencer à baisser. Donc c'est une batterie qui pourra durer 30, 40, 50 ans, voire plus. C'est des batteries qui étaient utilisées si vous avez des bons plans dans les chemins de fer, dans les sous-marins à une époque, les Michelin, dans les systèmes d'énergie autonome de certains systèmes, dans certains milieux industriels. Et ces batteries nickel-fer sont facilement reconditionnables, voire même pour toi, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, voire même fabricables soi-même. Alors là, il vous fait un petit spoiler, mais il y a plusieurs vidéos qui vont arriver sur les batteries et c'est supposé être la dernière vidéo de la série. Mais... Ah, j'ai fait un spoiler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On en parle. Ouais, vous savez à quelle vitesse je vais. Hein. Quand je dis la dernière vidéo de la série, hein, c'est pour dans un an. Un an. Oh oui. Tu t'engages là. Je m'engage. Ouais, c'est bien. Elle sortira après la vidéo sur les fusils à silex. Ah, chouette. Bon, ben voilà, écoute, moi, si tu n'as pas d'autres questions, non. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, l'intérêt, c'était de commencer par ce qui était le moins agréable, c'était la partie technique, les termes un peu obscurs, pour pouvoir faire un choix de batterie. Et puis, la volonté de finir par le type de batterie. Parce que maintenant, vous allez être dans la possibilité de ne pas forcément croire ce que je viens de dire, parce que j'ai sûrement dit des bêtises, mais d'aller voir les documentations techniques et en fonction de vos critères à vous d'usage, de disponibilité, suivant les fournisseurs, suivant ce que vous pouvez avoir de manière gratuite par des amis, par de la récupération de matériel, vous pourrez voir avec les caractéristiques techniques si les batteries que vous pouvez récupérer ou décider d'acheter correspondent au meilleur choix pour votre usage. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques pour maximiser la durée de vie des technologies batteries. Et puis il y a ce que vous trouverez dans votre coin et ce que vous pouvez vous permettre d'acheter ou de récupérer, quoi. Voilà ce que j'avais à en dire par rapport à ça. Si tu as d'autres questions, auxquelles je n'aurais pas pensé, sachant que je n'ai pas été exhaustif, hein, ça a été fait un peu pour être raisonnablement long. Alors oui, bon, tu as été totalement excessif sur la durée. Alors non, il faut savoir, initialement, je vous explique un truc. Initialement, je suis venu, je peux dire, tu es franc-comtois, je peux le dire. Bien sûr. Donc Phil est du même coin que moi, quoi. Donc je suis venu chez lui faire une vidéo de 15 minutes.
Et donc, je pense que je vais vous sortir ça sous forme de 2 vidéos parce que ça va être un peu long. Est-ce Avant qu'on arrête, est-ce que tu peux parler un peu de ton site véhicule électrique? Parce que si vous voulez, vas-y, je t'en prie, je parle trop. En fait, moi, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai commencé à, même beaucoup plus que 20 ans, et j'ai commencé à m'intéresser au véhicule électrique et je me suis rendu compte qu'en français, il n'y avait strictement rien du tout. Et donc petit à petit, j'ai mis en place une communauté qui a commencé au début par un groupe Yahoo qui n'était pas de mon fait, qui n'était pas pratique du tout. Donc j'ai décidé de mettre en place un forum de discussion pour partager des informations sur les véhicules électriques, qui sont donc des véhicules qui utilisent des batteries. Et c'est devenu un petit peu ma passion, tout ce qui est système autonome à batterie, hein, parce qu'il n'y a pas que les véhicules électriques. Et donc j'ai mis en place ce site qui est toujours en place, hein, il date de 2001, et qui est un forum où il y a toute la communauté francophone des passionnés de véhicules électriques qui discutent, et qui est donc au pluriel, tout attaché, véhiculeélectrique.fr. 2001, c'est l'époque où Internet, c'était encore... Voilà, c'était tout au début, et pour te dire, j'ai commencé par créer une liste de diffusion par email, puisque le principe des forums n'existait pas. Donc en fait, on s'abonnait à la liste de diffusion en donnant son email et on recevait l'ensemble des emails, et les discussions, c'était du grand vrac. Mais c'était génial parce que c'était les premiers partages, et moi je participais énormément à une liste américaine parce qu'en France je trouvais très peu d'informations. Et déjà à l'époque, on commençait à parler de mettre en parallèle massivement ce type de petites cellules qui commençaient à arriver, alors que les cellules et les batteries pour véhicules électriques n'étaient pas encore développées commercialement. C'est-à-dire qu'un particulier ne pouvait pas en acheter, ça n'existait pas. Ça commençait à se trouver, même si c'était relativement cher. Et en fait, les personnes qui étaient à Tesla au début étaient sur cette liste de discussion américaine où je participais, et j'ai débattu avec elles de l'idée de mettre en parallèle massivement ce type de petites batteries, de petites cellules, pour créer une grosse batterie justement. Donc c'était sympa. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est comme dommage, j'apprends plein de choses, je découvre, et puis j'aime bien partager. Et là, je suis tout seul dans mon coin. Je cherchais en France, je trouvais rien. En Belgique, il y avait quelqu'un qui avait créé un groupe Yahoo sur les véhicules électriques, qui ensuite m'en a confié l'administration parce qu'il a dû arrêter pour des raisons personnelles. Et très vite, je me suis rendu compte que le groupe Yahoo, c'était pas pérenne, quoi. C'était pas pratique du tout. On ne pourrait pas mettre de photos, ni partager, enfin voilà. Et je me suis intéressé à un forum, c'était un type de forum qui s'appelle PHPBB, qui était gratuit, puis qui était à la mode à l'époque, en 2000-2001. Et je me suis auto-formé là-dessus, alors que c'est pas du tout mon métier. Et je continue de m'arracher les cheveux dessus tous les jours pour maintenir ça depuis maintenant presque 20 ans. Quoi. 20 ans, oui, 19 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans qu'il existe ce forum. Donc il y a plein de passionnés qui parlent de tout, hein. On a une partie dédiée aux batteries, une partie dédiée à la technologie qu'il y a dans les véhicules électriques, donc batterie, moteur, etc. Voilà ce que j'ai à t'en dire là-dessus, de pourquoi je suis venu aux batteries. Ok, super, merci. Alors, on va couper brutalement, hein, comme ça, il n'y aura pas de fin.